pense que l'onboarding, c'est quand même un des critères les plus dangereux et sous-estimés dans une entreprise, que ce soit quand tu rejoins une boîte ou quand tu fais de la fusion. Tu peux faire beaucoup de dégâts en faisant un mauvais onboarding. J'ai voulu non pas répliquer, mais m'approprier cette façon de manager qui est de responsabiliser et offrir un capital confiance par défaut. Leur donner suffisamment d'empowerment qui sont assez en confiance pour tester, créer, échouer. Je ferme les yeux, je me dis qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois que tu as eu ce même doute là, et tu t'es fait confiance et aujourd'hui tu es ici. Donc c'est que c'était peut-être pas finalement un mauvais choix. Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Eh bien, aujourd'hui, je suis en compagnie de Clément Charteau, qui est aujourd'hui le CTO de Litchi. Merci Clément d'avoir accepté l'invitation. Merci Pierre de m'avoir invité. C'est avec plaisir. On se connaissait un petit peu, on avait un peu échangé à l'époque où tu étais chez TUI France, puis on a été remis en contact récemment par Michael Messina de Edwin. Et ce que je te propose pour faire un petit clin d'œil à cette période où on avait eu l'occasion d'échanger, c'était de se faire un petit fast backward. Avec grand plaisir. À l'époque de TUI, qui a été une grosse page de ta carrière en fait. Absolument, super aventure. Ouais, alors TUI, tout le monde, enfin bon, si c'est connu quand même. Ça commence, ça y est, ça commence. C'était pas le cas à l'époque, justement. C'était un des grands challenges, c'était d'implanter la marque TUI en France, qui n'existait pas. Ouais, parce que toi, t'arrives, TUI. Ça n'existait pas, c'est Marmara, une marque, un tour opérateur français, numéro 2 du voyage, grosse renommée, des équipes à Paris. Et je rejoins Marmara en tant que consultant .NET pour prendre part au développement de la plateforme web. Donc, tout est fait maison, on a une plateforme e-commerce pour bien sûr nos clients, on a un back-office pour nos agences de voyage. Et puis, une équipe de dev assez restreinte. On doit être 5 au front et puis 2 au back. Enfin, voilà, c'est vraiment... tout est fait maison avec une 2 équipe... 2 au back. Ouais, on était full stack, donc quand je te parle du back, c'était vraiment la partie base de données. Et puis, ERP, qui est fait maison lui aussi. Donc, c'était le gros avantage de Marmara, c'est que tout était fait maison. Et donc, on a été beaucoup plus flexible dans l'ajout de nouvelles fonctionnalités. Et au fil de l'eau, Marmara se fait racheter par le groupe TUI. Ça, c'est pas visible par les clients ni même par les salariés, parce que lorsque j'ai rejoint Marmara, c'était en cours de signature et je le savais même pas. Et sans le savoir, j'ai pris part. Je pensais avoir pris part à une croisière en bateau, et en fait c'est devenu un porte-avions. Et là tu te dis voilà, ok, on est en train de passer la vitesse supérieure, mais ça s'est fait dans un environnement extrêmement bienveillant, pas trop rapide. Quand même, on avait quand même un agenda serré, puisque TUI, leader mondial du voyage, avait des ambitions fortes pour la France, et donc il fallait prendre des décisions rapides et efficaces, mais la croissance est faite en accompagnant les gens, en faisant cette transition d'une marque unique, Marmara, vers une marque ombrelle, TUI, avec des challenges extrêmement intéressants, comme le rachat de d'autres marques, filles, pour ensuite une fusion. Et quand TUI rachète Marmara, TUI, c'est quels autres groupes de voyage en fait? Eh bien, TUI, c'est d'ailleurs le groupe TUI qui a ses propres produits. Donc, c'est la marque, c'est TUI Blue, ce sont des concepts de club TUI, c'est TUI Airfly, la compagnie aérienne, Jet Airfly, pardon, qui est devenue TUI Fly par la suite. Et donc, à l'international, c'est un monstre du voyage, mais qui est très peu connu en France. Alors, il y a un petit peu pour les frontaliers en Allemagne, il y en a un petit peu en Suisse aussi, en Belgique, il y en a aussi. De toute façon, Jet Air, c'est basé à Zaventem, près de Bruxelles. Donc TUI n'est pas très connu, mais sans le savoir, vous avez déjà pris un bus qui vous a amené de l'aéroport de Fuerteventura à votre hôtel. Ils sont partout. Et c'est ça qui était extrêmement galvanisant, c'est de se dire ah ok, donc on va passer d'une petite boîte on est 2 au bac. Ouais, c'est presque ça. Et puis là, on doit installer en France la marque d'un géant du travel. Et du coup, au moment où ça se fait racheter, les moyens ils sont décuplés, ou ça se fait où les moyens se décuplent
pas forcément pour Marmara, mais via des rachats, ou les deux? Ça a été quand même très progressif, hein, puisqu'on a d'abord migré dans des nouveaux locaux, justement pour pouvoir accueillir plus tard des nouvelles équipes. Et les moyens sont arrivés d'abord pour Marmara, puis très rapidement, Nouvelle Frontière s'est vu acquérir par TUI. Et donc, ça a été le premier grand chantier de fusion entre deux entreprises au sein d'une même entité commune, tout en conservant les marques. Donc, c'est aussi très particulier, c'est qu'on se fait racheter, mais pour le moment, on reste de marques filles avec leurs propres clients, leurs propres SI, mais on est dans le même bâtiment. Et donc, petit à petit, vient la fusion de ces deux marques vers un SI commun, avec des chantiers pas pharaoniques, mais en tout cas extrêmement intéressants, puisque des grosses disparités tech entre les deux entités. C'était quoi les disparités tech? C'était du Java Front pour Nouvelle Frontière, la partie base de données, je crois qu'elle était sur Oracle, là où nous on faisait du full .NET sur SQL Server. Et donc je me souviens très bien, la première brique de migration, ça a été de refaire juste le front et de passer par des API pour un petit peu offusquer la partie back qui elle est restée pour le moment. Et donc on a fait le front Nouvelle Frontière en un temps record, et mon manager ça te fait sourire en tout cas. Oui, parce que je revois mon manager de l'époque, Kemal, qui a dormi sur le clavier le jour de la MEP, et j'ai retrouvé le lendemain matin la tête dans le clavier. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Le nez sur entrée. Et bon, je lui ai dit ça va, ça a été. Moi, je me suis couché, j'allais travailler de la maison, je me suis couché vers 3h30, et j'ai dit bon, je déconnecte, sinon le matin, je pourrais pas prendre le relais de toi. Et je suis arrivé, le pauvre, il était encore sur son bureau. Ça s'était bien passé, mais voilà, c'était aussi ce que je trouvais extrêmement sympa, c'est de se dire les gens, les développeurs à qui je travaille et mon manager sont tellement investis que ce n'est pas pensable de partir tant que c'est pas terminé, quoi. Et donc on a refait le front d'abord, et s'en est venu ensuite le back, et donc le RP, où là on a rapatrié dans le système de réservation de Marmara, qui est devenu le système de réservation de TUI France, quoi. Et ça aussi, ça a été, alors je ne suis pas le mieux placé pour en parler, parce que moi j'étais responsable de la partie front de TUI, donc toutes les applications e-commerce, et c'est Albin Royer qui était en charge du back, donc du moteur de réservation, fait maison. Et là il a fallu casser un petit peu des fondations pour accueillir des nouveaux types de voyages qu'on ne faisait pas avant, pour accueillir des nouveaux stocks, pour avoir un système qui soit en capacité de vendre les produits sans interruption, parce que le fait que tu migres un SI d'un système à un autre, ça doit être totalement transparent pour tes clients. Indolore. Ouais. Exactement. Faut pouvoir continuer de réserver du voyage, quoi. Exactement. Et puis voilà, le but de TUI, c'était quand même pas de tuer une marque, c'était bien de les fusionner, donc de doubler, à minima de doubler le CA. Et donc, on avait quand même de gros enjeux là-dessus. C'est de l'adaptation du système de Marmara, où on casse vraiment et on change d'archi Au départ, ça a été de l'adaptation pour pouvoir cohabiter avec le système Nouvelle Frontière. Ouais. Donc on casse pour pouvoir mieux accueillir par la suite. Et ensuite, on a reconstruit un nouveau système. On a fait évoluer le système actuel, pour être plus précis, pour accueillir le stock de cette nouvelle marque et donc ses particularités. Bon, tout le monde connaît ça, hein, petit à petit, tu mets une rustine à droite, tu casses à gauche, tu mets un élastique ici, bon, ça tient. Mais on sent aussi qu'il était nécessaire de passer peut-être la vitesse supérieure et donc de revoir un peu les fondements de cette partie-là, avec des travaux un peu plus en profondeur pour pouvoir accueillir non pas une nouvelle marque, mais 3 ou 4 dans le futur, et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu quelles autres marques derrière ? Il y a eu Passion des îles, qui était une marque dédiée au voyage dans les îles, qui était basée à Lyon, il me semble. Tour Inter, Tour Inter. Et puis bien sûr, Look Voyage, qui a été là aussi une grosse acquisition, avec des enjeux à la fois techniques, mais aussi humains, puisque Look Voyage, c'était Voyage, c'était quand même un siège à part dans le sud de Paris. C'était des équipes qui étaient très attachées à la marque, et ce rachat a été perçu avec émotion d'abord, avant d'être perçu comme une opportunité business. Forcément, tu te dis, j'ai été racheté, ça veut dire que je vais donc disparaître, ou est-ce que ça veut dire que ce que j'ai fait, mon travail n'a pas porté ses fruits. Donc il a fallu aussi vendre l'histoire. Pourquoi ce rachat ? Quelles étaient les ambitions d'un groupe comme TUI ? Et puis de petit à petit infuser cette culture TUI qui était de dire, vous allez être sous la marque Ombrelle, vous allez bénéficier de tous les avantages qu'un groupe comme TUI peut avoir en termes de force de frappe, en termes de moyens de réaliser des projets importants et d'expansion.
Et donc, s'en vient le... Ça a été bien fait, cette histoire, du coup? Alors, je sais pas, qui suis-je pour juger si ça a été bien fait? En tout cas, opérationnellement, est-ce qu'il y a eu des rachats, des fusions, ça induit toujours soit la manière dont ça soit fait, bien ou pas bien, des départs, mais plus ou moins, quoi. Il y avait quand même une vraie volonté d'accueillir les gens, et je pense que la clé, ça n'était pas d'accueillir les gens dans le moule actuel, mais c'était de recréer une nouvelle identité à chaque fusion. Et donc, à chaque marque qu'on a rachetée, il était important non pas d'adapter les nouveaux joiners au modèle existant, mais de créer cette nouvelle culture en disant, vous connaissiez TUI et Look Voyage, on va créer un nouveau TUI avec Look Voyage. La culture, alors, du coup, pendant que tu y as été et que tu as vécu des rachats successifs, en termes de culture de boîte, toi, tu as vu des évolutions à chaque rachat? Alors, ça dépend des volumes. Tu as vu un mixage, quoi. On a vu un mixage, absolument. Alors, il y a des rachats qui ont été un peu moins impactants, puisque c'était des volumes plus faibles de business et puis des équipes plus petites. Mais pour la partie Look Voyage, où c'était quand même... on avait des talents des deux côtés, on avait des SI des deux côtés, on avait des structures. Et donc, c'est important aussi déjà d'offrir une place à chacun. De ne pas effrayer ceux qui sont déjà chez TUI, en disant on est 10 devs, de l'autre côté ils sont 10 devs, ok, comment on fait? Alors que non, il fallait expliquer qu'on avait quand même des ambitions de croissance importantes, et puis d'offrir à chacun l'espace nécessaire pour trouver sa place. Et ça passe à la fois sur le bon accueil justement de ces nouveaux collaborateurs, mais aussi sur les bons messages qu'on passe en interne à ceux qui sont déjà là, pour leur expliquer que c'est une nouvelle histoire qui commence pour TUI, et que on construit maintenant le nouveau TUI, celui de demain, qui sera non pas une marque ombrelle de 4 marques filles, mais bien de 5 marques filles. Et donc ça passe par des outils RH assez classiques, mais un onboarding, je pense que l'onboarding c'est quand même un des critères les plus dangereux et sous-estimés dans une entreprise, que ce soit quand tu rejoins une boîte ou quand tu fais de la fusion. Tu peux faire beaucoup de dégâts en faisant un mauvais onboarding. Et donc là, les moyens ont été mis, je pense. Malgré tout, comme tu l'as dit, il y a toujours des profils qui ne se sentent pas de rejoindre cette nouvelle aventure, se sentent peut-être dépossédés du produit qu'ils ont développé, que ce soit à la tech ou même dans les autres départements. Et donc, quand même, on essaie de faire au mieux. Mais je me souviens très bien avoir discuté notamment avec des profils de développeurs qui ne voyaient pas, qui subissaient finalement cette fusion, et leur expliquer, regarde, ça c'est comme on était avant chez TUI, ça c'est comment vous êtes chez Look Voyage, pardon, et voilà ce qu'on va construire. Tu vois, il y a de la place pour tout le monde, et on vous demande pas de nous rejoindre, mais on vous demande de nous aider à construire une nouvelle équipe. Et déjà, le message est différent, parce que toi, t'es manager à ce moment-là? Ah oui, là, à ce moment-là, je suis déjà manager. T'es clairement... je suis acteur. T'es acteur de cet onboarding-là, de cette manière d'onboarder, et de demander à tes équipes d'en être le relais, quoi. Absolument, c'est important de porter les messages à tous les niveaux, donc que ce soit top management, jusque dans les équipes opérationnelles. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut infuser, et pas avec un gros big bang et des cotillons one shot, mais vraiment le faire en amont, le faire pendant, le faire après. Et puis ça passe évidemment par des relais de managers, des managers de managers, et puis même au team lead, pour que tout le monde trouve sa place, d'autant que de cette disparité technique, il y a aussi des gens qui se sentent un petit peu hors de leur zone de confort, et ça ne fait qu'augmenter leur anxiété. Parce que du coup, les gens qui étaient sur les... Bon, alors pour le coup, ce qui a été plutôt choisi, c'est techniquement, c'est des écosystèmes Microsoft, Ouais, .NET et les absolument. systèmes historiques de Marmara. Full .NET. Parce que ça marchait, parce que on avait fait plusieurs achats dans cette façon-là, et ça avait porté ses fruits, et puis parce que sur le marché, ça restait attractif, et ça l'est toujours. Et donc oui, effectivement, ça n'a pas été... Enfin, la question a été débattue, mais la décision de rester sur cette stack-là a été prise assez rapidement, effectivement. Ouais, il n'y a pas eu de bataille de chapelle. Non, pas sur cette partie-là. Par contre, sur les sites type moteur de Reza, oui, là, forcément, on se dit... vous vous rendez pas compte. En plus, c'est des licences pour, je crois que Look Voyage, c'était un produit qu'ils payaient, donc c'était des licences. Là où nous, c'était du fait maison, donc c'est beaucoup plus flexible. Et donc, on peut plus adapter facilement à des typologies de produits pour faire croître, même pour gérer la nouvelle charge aussi qui va avec. Ça faisait sens de rapatrier sur le système maison de TUI pour s'assurer d'une pérennité et pas être dépendant. Ça marche comment, un moteur de réservation de voyage?
Alors je vais dire si on ouvre un peu le capot là. On ouvre le capot, mais je suis pas le bon pilote. Alors c'est Albin Royer qui gérait ça et que gérait une main de maître avec qui j'ai grandi. D'ailleurs c'est marrant parce il était arrivé bien avant moi, mais lorsque j'ai pris sa place chez Marmara, il était lui au front et il est passé au bac. Et donc on a vécu ce passage de porte-avions ensemble avec des visions différentes. Lui c'était bac, moi c'était front. Et donc qu'est-ce qu'il y a sous ce moteur-là? Eh bien c'est au départ un système qui porte les traces de la passion avec laquelle elle a été développée par son créateur, et donc effectivement qui reste un risque pour la pérennité du système, parce que voilà, il y a des concepts qui sont pas spécialement appliqués, des patterns qui sont pas respectés, qui peut mettre un frein à ça. Donc il y a eu un énorme travail de refonte de ce back-end, tant sur le code que sur la stack, pour pouvoir accueillir les stocks et puis avoir toujours une qualité de données pour nos utilisateurs, puisque quand on fait du voyage, la fraîcheur des prix, c'est quand même un enjeu important, et on avait ce contexte de se dire on passe Tu peux nous expliquer un peu les prix des voyages, parce que c'est vrai que des fois on n'y comprend rien, quoi. En plus ça peut être frustrant parce que ça change, on vous affiche quelque chose, vous cliquez, c'est plus le même prix. Faut distinguer deux typologies de produits de voyage. Il y a les packages où on a la main sur le prix de l'hôtel, le prix de l'avion, parce qu'ils ont été réservés bien en amont, et donc on a créé nous-mêmes le package avec la tarification, elle reste stable du début à la fin. Et puis vous avez des composés où on a acheté un hôtel ou réservé un hôtel qui nous appartient ou dans un réseau partenaire, et puis on a une composante aérienne qui, elle, vient du marché, vient du GDS, un Air France, un Corsair, et là il faut composer les deux pour que, de manière transparente pour le client, ça soit un voyage, voilà, au sens large, qu'il y ait des transferts, qu'il y ait des escales, c'est un voyage. Et donc ce prix il change, pour autant il faut pouvoir donner un prix d'appel à nos clients, et donc on doit calculer des prix cachés le plus proche possible de la réalité, mais là il faut faire des concessions, et donc c'est sur la base de une chambre double pour 2 personnes. Si vous êtes 3, forcément le prix qu'on vous affiche il n'est plus le même, et puis avec une configuration de base, c'est-à-dire bagage en soute et puis pas d'escale, enfin voilà, pour avoir un prix d'appel qui soit le plus commun au marché et le moins déceptif possible lorsque le client va entrer dans le tunnel d'achat. Et là, on va avoir la donnée extrêmement fraîche, mais c'est déjà tard dans le process, et donc on ne va pas perdre les clients qui auraient un prix entre le moment où tu rentres dans le tunnel d'achat et le moment où on t'affiche le prix temps réel. Enfin, je sais pas, le tunnel d'achat, on parle de 1 minute, quoi. Toutes les pages. Ça peut changer vraiment beaucoup. Ah oui, ça peut changer beaucoup, puisque les données qu'on a calculées nous en amont pour être remontées dans les moteurs de recherche, pour remonter dans les SEO, pour être raccord avec le newsletter qu'on a envoyé, les données qu'on a calculées en amont, elles ont une durée de vie qui est très variable, et on n'avait pas à l'époque, on n'avait pas encore le luxe de pouvoir les rafraîchir plusieurs fois par jour. Tu vois, donc c'était se dire aussi, on est passé de 1000 produits à 10 000. Ça a un coût, c'est que les prix on va les recalculer que toutes les 4 heures, et les prix et les dispos. Donc potentiellement on t'a affiché un prix d'appel avec un hôtel en chambre double vue mer et puis un billet d'avion Air France. En fait le billet d'avion il a déjà été vendu il y a déjà 3 heures, mais le système l'a mis en cache, et donc on va le rafraîchir dans le tunnel d'achat, et là il y a la déception. Et donc on avait ce besoin de passer sur un système différent pour pouvoir recalculer la totalité des prix le plus fréquemment possible, proche du temps réel. C'était tout l'enjeu. Et ce qui a été d'ailleurs un projet extrêmement structurant pour TUI, puisque on a introduit une nouvelle techno que personne ne connaissait, qui était d'utiliser du NoSQL Cassandra. Et là pareil, on parle des fusions de systèmes, fusions de marques, mais quand tu introduis une nouvelle techno dans une équipe tech qui ne la maîtrise pas, il faut pouvoir encadrer ce changement, et pour qu'il soit bien perçu et que les techs deviennent honneurs de ce changement et le portent. Et l'introduction de Cassandra, ça a été un excellent moyen de tester notre capacité à évoluer et à adapter notre SI au business. Et c'est quand même en ça que c'est l'essence même de l'IT, c'est de pouvoir répondre aux besoins du business. Et là, carte blanche, avec le DSI de l'époque, Jérôme Picard, il nous a donné l'espace pour pouvoir réfléchir, proposer des solutions techniques qui pourraient répondre à ce besoin-là. Et puis ensuite, go quoi. C'est ça qui était bien, c'est qu'on avait beaucoup de liberté chez TUI, ce qui nous offrait la place d'échouer, et il faut le dire, et on avait le droit d'échouer, et aussi du coup d'avoir de belles victoires comme celle-ci, qui nous ont permis de prendre un virage important d'un système un petit peu, pas obsolète, mais un petit peu capricieux et rigide, vers un système extrêmement évolutif, et surtout en accord avec les ambitions du groupe TUI. Du coup, quand tu pars,
les stocks, parce que bon, c'est le nerf de la guerre en fait, savoir où on est ton stock. Bon, ça influe sur le prix, mais bon, effectivement, le côté déceptif, quand tu veux cliquer sur j'achète, il n'y a plus. Vous arriviez à rafraîchir quasi temps réel à la fin? On avait du quasi temps réel, on avait une révolution totale des prix, donc c'était des millions de lignes, puisque tu as des composantes aériennes, mais tu as aussi des composantes par typologie de passagers. Est-ce que si c'est un enfant, c'est moins cher qu'un adulte? Par typologie de chambre, si c'est une vue mer, c'est forcément plus cher qu'une vue cour intérieure, etc. Et donc on avait un système qui en permanence, que ce soit lors d'un achat ou lors d'un yield, en permanence rafraîchissait les prix pour qu'on soit proche de la réalité. Alors après, tu as toujours les composantes aériennes où on est nous-mêmes dépendants d'un cache externe qui était fourni par Amadeus, où là, on est tributaire de cette fraîcheur-là, mais au moins de notre côté, on a fait le maximum pour que nos clients soient les mieux servis par les outils. Ok, ça n'a pas l'air simple. Non, c'était pas simple, et puis c'était à la fois complexe mais galvanisant, parce qu'on s'est dit on a quand même la chance de pouvoir choisir une techno qu'on ne connaît pas, répondre à une problématique business qu'on n'a jamais eu avant, accueillir autant de stocks, pouvoir servir une donnée plus fraîche que ce qu'on fait aujourd'hui. On ne savait pas faire, et c'était un projet d'entreprise. C'est pas juste les devs, c'est pas juste l'infra, ça a été toute l'entreprise, parce qu'il a fallu faire intervenir le produit, qu'on comprenne qu'est-ce qu'on va vendre maintenant. C'est bien aussi de dire on fait du e-commerce, du travail, mais qu'est-ce qu'on vend? Est-ce qu'on vend un supplément plateau repas végétarien dans l'avion? Est-ce qu'on vend un transfert privé en taxi plutôt que le bus commun? Tout ça, il a fallu s'imprégner de ces nouveaux typologies de produits, et puis construire ce nouveau système à partir d'une page blanche, quoi. Et du coup, tu parlais de Jérôme Picard. Enfin, je rebondis parce que j'ai eu l'impression que tu as dit Jérôme Picard, et puis chez TUI, on avait la chance, on nous a laissé la place, quoi. Absolument. Jérôme Picard, ça a été, c'était le DSI de Marmara à l'époque, lorsque j'ai rejoint. Il m'a donné ma chance en tant que consultant, et puis il m'a proposé un poste en interne ensuite. Et puis il a été clairement un mentor dans l'évolution de ma carrière, parce que c'est grâce à lui notamment que je suis passé de développeur à team lead à VP, VP du front chez TUI. Et l'espace qu'il nous offrait était à la fois bienveillant, mais avec des attentes élevées. Et chez certaines personnes, peut-être que ça ne fonctionne pas, mais chez moi, ça a été un marqueur, un déclencheur de se dire, il y a une opportunité ici, on me laisse... c'est un peu le freedom within the framework, c'est qu'on a un cadre qui existe, avec des contraintes budgétaires, des contraintes de planning, mais on nous laisse la liberté de proposer des choses, de faire des tests, d'échouer, et à plusieurs moments, on a eu des routes, des aiguillages à prendre, et très régulièrement, il nous a dit qu'est-ce que vous feriez? Alors c'était Albin Royer, c'était moi, et puis il nous a permis vraiment de prendre ce virage aussi d'une PME française à un groupe multinational. C'est quand même un virage important en termes de culture, en termes de façon de travailler, en termes de rigueur. Et là aussi, c'est sa bienveillance et puis sa façon de manager qui, en tout cas, chez moi, ont été extrêmement formateurs et m'ont donné goût aussi à du coup être un bon manager. Puisque tu t'es inspiré de cette manière d'être managé. Je pense, oui. Je pense que clairement, moi, je suis passé manager. J'étais copain et développeur avec mes pairs, et je suis devenu leur manager. Bon, j'ai appris sur le tas, j'avais envie, c'est déjà important, mais je pense que j'avais aussi une marge de progression, et donc je me suis beaucoup inspiré des situations compliquées qu'on a eues avec TUI, ou au contraire des situations agréables, et qu'est-ce qui avait marché chez moi pour me motiver, pour me donner envie d'aller plus loin que simplement ma mission ponctuelle. Et j'ai voulu non pas répliquer, mais m'approprier cette façon de manager qui est de responsabiliser et offrir un capital confiance par défaut. Voilà, te dire, on se connaît pas encore beaucoup, mais je pense, j'ai confiance en toi. Qu'est-ce que tu proposes? Et paf, et ça, c'est une façon de donner du pouvoir aux collaborateurs, que ce soit des devs ou de l'infra ou autre typologie de profil, leur donner suffisamment d'empowerment, qui sont assez en confiance pour tester, créer, échouer. Mais c'est comme ça que tu te démarques aussi, c'est quand tu es en capacité de produire quelque chose que d'autres ne font pas. Et ça, tu le fais uniquement dans un contexte où tu te sens en confiance. Et donc, Jérôme Picard a été extrêmement galvanisant dans cette partie-là, apprendre ce que c'est la politique d'entreprise aussi, parce que quand tu es Marmara, bon, tout le monde est au même étage, c'est bien sympa. Quand tu fais partie d'un groupe coté en bourse qui pèse des millions,
si ce n'est des milliards, quand tu fais une MEP, tu as une petite suée froide aussi. Et donc, pour pouvoir communiquer à l'extérieur sur ce que fait la France, sur les choix tech qui ont été faits chez TUI France versus les choix tech qui ont été faits dans d'autres entités du groupe, là aussi, c'est un domaine extrêmement intéressant où il faut apprendre à défendre ses choix techniques, apprendre à aussi argumenter et parfois apprendre à perdre un combat en se disant ok, j'ai proposé ça n'a pas été retenu, ou d'autres pays ont fait mieux pour moins cher. C'est comme ça aussi qu'on se construit. Donc pour refermer sur le chapitre, effectivement, Jérôme Picard a eu ce rôle de mentor. Est-ce que vous fallait entre pays chez TUI, enfin, Absolument, parce que TUI, c'est un géant mondial, mais c'est regroupé en clusters quand même pour essayer d'identifier des synergies et de voir où est-ce qu'on peut capitaliser sur de la techno, sur des ressources, sur des profils. Et nous, on était un cluster Western Region, donc très régulièrement, il y avait des besoins de synchroniser les équipes tech pour savoir qu'est-ce que vous faites à gauche, qu'est-ce que vous faites à droite. Est-ce qu'on ne le fait pas 3 fois ? Est-ce qu'on ne le fait pas 3 fois ? Est-ce qu'il y a une solution qui coûte moins cher qu'ailleurs ? Et donc, alors c'était un petit peu, on est de la même famille, mais on se fait auditer. Exactement. Et donc, on se dit, ok, donc si c'est le système de la Belgique qui est gardé et pas le système français, quel est l'impact, etc. Alors, on avait une chance chez TUI, c'est que tout était fait maison. Et donc, en termes de ratio capacité d'évolution et coût, on était les plus faibles, on était les meilleurs. On avait un coût d'exploitation qui était côté France, quoi. Exactement, côté France qui était très faible parce que on maîtrisait la techno, parce qu'on maîtrisait l'infrastructure, et donc on avait un coût par pax. Donc par voyageur, on avait un ratio de coût tech par voyageur qui était le plus bas du marché, là où d'autres entités payaient des licences. Et donc oui, on a cette relation de meilleurs ennemis avec nos collègues des autres pays, où il faut se jauger, il faut savoir, il faut aussi s'inspirer. On voit ce que font les pays nordiques, on voit ce que font l'Allemagne, on voit ce que font le UK, et on se dit tiens, ils ont testé ça n'a pas marché, tiens, ils ont fait une application mobile, nous on n'en a pas, combien ça leur a coûté, est-ce que nous on pourrait faire pareil, pourquoi ils ont échoué. Donc dans la problématique du make or buy, toi tu as plutôt un prix que make. Ça c'est excellente question, puisque cette problématique elle arrivait très souvent, surtout quand tu es dans un groupe. Il faut trouver comment elle est le plus efficace et le plus on fait attention. Le meilleur ROI. Voilà, le meilleur ROI. Et donc le make or buy, j'étais souvent en faveur du make plutôt que du buy, tout simplement parce que tu construis aussi, en construisant la tech, en faisant toi-même, tu construis des compétences et tu offres des libertés et de la flexibilité que tu n'as pas lorsque tu buys une solution du marché. Typiquement, sur la partie CMS, sur comment tu modifies le contenu d'un site web sans faire des reels à chaque fois, c'était du fait maison. On avait des API, on avait construit un CMS qui n'était pas headless à l'époque, c'était un CMS qui était haut en couleur. Voilà, j'en vois les écrans quand je ferme les yeux, c'était particulier, mais il fonctionnait, tu vois. Et on n'avait pas réinventé la roue, mais c'était un truc fait maison qu'on a pu faire évoluer extrêmement facilement en fonction des besoins pour pouvoir typiquement réagir à une news géopolitique qui impacte le travel. Grâce à nos CMS qu'on a fait maison, on a monté une API, on changé le front à chaud. Cette flexibilité-là, on l'avait en quelques heures. Là où, si tu es tributaire d'une solution externe, c'est pas la même chanson. Donc le make or buy, j'ai très souvent tendance à passer par le make, peut-être par fierté aussi, me dire j'ai pas envie d'acheter une solution d'un autre, je veux la faire moi-même. Je sais pas si c'est toujours le bon moteur, mais en tout cas cette volonté d'être honneur de la solution. Est-ce qu'il y a des cas ou est-ce qu'il y a des fois où tu te dis tiens, non là j'achète? Tu vois, avec le recul, typiquement le CMS, il a servi vaillamment son pays, mais avec l'avènement des CMS headless et de la capacité d'implémentation multi-device, multi-résolution, où nous on avait quand même une image, typiquement pour un web, il fallait la dupliquer, la tripler pour qu'elle soit dispo sur tablette, sur mobile, là où tu as des CDN qui font ça bien mieux que nous, là où tu as des CMS qui permettent d'uploader une seule image et aller automatiquement cropper, resizer, compresser, sans que toi tu aies à taper les 8 gigas de high def qu'on t'a livré. Donc j'ai pas de regrets, mais ça fait partie des sujets où là aujourd'hui tu le défendrais pas forcément. Exactement, ça m'a aussi ouvert l'esprit à me dire c'est pas une question de fierté, c'est aussi une question de qu'est-ce qui est pérenne, quel est le meilleur choix qui nous garantira d'être toujours au top dans plusieurs années. Mais c'est aussi de bonne guerre, c'est que quand tu es un peu foufou, quand tu es jeune et quand tu as la niaque,
tu veux être le premier. Alors, en tout cas, moi, c'était un de mes moteurs. Et quand tu fais du commerce, c'est ça qui est aussi extrêmement intéressant. C'est que tu te jauges avec tes compétiteurs et tu as envie d'être le plus rapide. Il faut que la web perf soit au top. Il faut que l'expérience UX soit la meilleure. Et donc, tu te jauges. Là où, maintenant, avec le recul, j'aurais peut-être une approche plus rationnelle et me dire, OK, c'est bien beau de le faire en interne, mais est-ce qu'on peut le faire pour un peu plus cher, certes, mais avec quelque chose de plus solide en termes de sécurité. Hein, le DevSecOps a explosé ces dernières années. À l'époque, on n'était pas, on n'avait même pas de RSSI. C'est aussi des questions qui font que les choix que tu fais aujourd'hui pour la tech doivent être ceux qui sont encore valables demain, et donc le buy parfois fait sens. En tous les cas, c'est vrai que c'est souvent une question et un vaste sujet. Je vais rebondir sur rien à voir. Tu as dit tout à l'heure, t'as dit, bah voilà, moi j'étais développeur, je passais manager, voilà, j'étais avec mes pairs développeurs, j'étais le copain, tout ça, et puis soudainement je passe manager, et puis un peu plus. Ouais. Des problématiques, la légitimité à prendre ce type de poste, à être choisi, à être promu, alors qu'il y avait peut-être quelqu'un qu'on avait envie aussi. Est-ce que ça t'a posé problème? Ça s'est fait naturellement? Est-ce que c'est des questions que tu te poses, la légitimité? Alors le passage de dev à manager puis à VP, ça n'a pas posé de problème. Ça s'est fait naturellement. D'une part parce qu'on avait le contexte on avait le besoin, et puis parce que j'avais, je pense, réussi à transmettre la passion qui m'animait et pouvoir transmettre aussi cette confiance que pouvait avoir mon manager de l'époque. Par contre, cette légitimité, effectivement, je pense qu'elle est toujours un petit peu remise en question. Alors, en tout cas, je sais pas pour mes pairs, mais régulièrement, il faut se poser les questions, savoir est-ce que le choix que j'ai fait est le bon, est-ce que la direction que j'ai prise est la bonne, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire mieux que moi, non pas pour se dire est-ce que j'ai encore de la valeur, mais plutôt pour se dire comment je fais pour que les choix, les décisions que j'ai prises soient les bonnes pour demain. Et donc cette question de la légitimité, au départ on peut la avoir comme une pression supplémentaire de se dire, de douter et de se dire, du coup d'avoir ce syndrome de l'imposteur et de se dire bon, c'est peut-être pas moi, je suis peut-être pas l'élu finalement, bon il y a peut-être trop de pression, machin, je regrette. Là où moi je m'en sers plutôt comme une force, enfin j'ai appris à m'en servir comme une force parce que au départ je l'ai subi aussi beaucoup, cette question de la légitimité. En me disant... T'as réussi à le travailler, ça? Absolument, et je pense que c'est indispensable dans une seul, avec des lectures, avec des gens, avec... déjà avec des gens, toujours l'inspiration des leaders qui étaient autour de moi. Alors il y a Jérôme Picard, mais il y a aussi Paolo Grillo qui est toujours chez TUI. Jérôme Picard qui est maintenant des sites Corsair. Toujours déjà s'inspirer des leaders qu'on a autour de nous, en mal ou au bien, puisque ça nous permet aussi d'avoir un regard critique sur ce qu'est un bon leader. Et puis, lorsque le doute s'installe, lorsqu'on est effectivement à un moment particulier de sa carrière, d'essayer de prendre un peu de recul et de chercher dans son passé des éléments, des traces qu'on a laissées sur notre parcours qui nous permettent de nous rappeler qu'on n'est pas arrivé là par hasard et que on l'a pas volé, mais qu'on a construit ça avec des échecs, avec des succès, seul ou même à plusieurs, avec souvent des équipes, et donc se rappeler un petit peu, regarder derrière nous, se dire ah oui c'est vrai, tu te souviens, il y a 7 ans, on avait construit une équipe from scratch, on avait fait un site web pilote pour le marché UK, tiens il y a 7 ans, il y a 5 ans, on a lancé une app mobile, on n'en avait pas. Ce type de recul qu'il faut prendre de temps en temps te permet aussi de te rassurer, de te dire... C'est vrai que j'ai fait tout ce parcours, j'étais stagiaire développeur, puis VP, puis CTO, puis CTO. Ça s'est pas fait en un jour. Et les embûches que j'ai rencontrées, elles m'ont permis de grandir. Et donc, il ne faut pas en avoir honte, mais au contraire, se dire effectivement, j'ai rencontré ces problématiques-là, j'ai réussi à les résoudre. Aujourd'hui, je suis ici. Fais-toi confiance. Voilà, c'est aussi important de... Ça t'accompagne, fais-toi confiance. Lorsque parfois il y a des doutes, et je pense qu'il y en aura encore demain, mais oui, de temps en temps, j'ai le choix à faire et je ferme les yeux, je me dis qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois que tu as eu ce même doute-là? Et tu t'es fait confiance et aujourd'hui, tu es ici. Donc c'est que c'était peut-être pas finalement un mauvais choix. Peut-être qu'on aurait pu faire mieux. En tout cas, le choix que tu as fait était pas forcément un mal. Donc fais-toi confiance et accepte l'aide aussi de l'extérieur. On a un peu ce sentiment de fierté de se dire je vais y arriver tout seul,
laissez-moi galérer. Là où parfois demander de l'aide, ça ne remet en rien en doute tes compétences, mais au contraire, ça permet toi de grandir et d'avoir un angle différent. Puisque lorsque tu pilotes des équipes, lorsque tu pilotes des départements, lorsque tu as des projets importants, tu as parfois ces œillères qui s'installent et puis tu ne vois pas l'évidence qui est autour de toi. Et là où un père, un manager, même un N-1, hein, quelqu'un de ton équipe, peut t'apporter une vision que tu n'as pas et te permettre d'avoir une voie que tu n'avais pas identifiée avant. Et du coup, je rebondis, hein. Tu as parlé de succès. Pour te rappeler des succès, te rappeler des gadins, te rappeler des succès, des échecs qui t'ont permis d'avancer. Il y a un ou deux échecs qui t'ont permis d'avancer, justement, des gadins qui ont été fondateurs quelque part. Il y a eu, il y a eu deux événements importants. Échec, je ne sais pas, mais il y a eu l'importance de pouvoir transmettre tes convictions lorsque tu fais partie d'un groupe et que tu développes un produit et que tu as forcément un petit peu ce biais de vouloir défendre ton précaré. Il faut être en capacité d'ouvrir son cercle et de partager les raisons pour lesquelles tu as pris cette décision, de partager les secrets de fabrication de ta techno. Et ça, à un moment chez TUI, j'ai eu à le faire parce qu'il a fallu se mettre en compétition avec les autres pays et leur dire voilà ce que vous faites, nous on fait ça, quel est le meilleur. Et j'ai eu un combat avec un autre pays, il y a un combat, une joute avec un autre pays sur une solution tech. Et j'ai des images de chevaliers avec des... et donc là, l'importance de pouvoir défendre ses convictions et de se faire confiance, ce que je n'ai pas fait à l'époque. Et donc une solution a été choisie qui a été retenue, c'était pas celle que moi j'avais poussée. Et donc je regrette aujourd'hui de ne pas avoir été, non pas plus incisif, mais de ne pas avoir défendu plus fort mes convictions. Parce que le choix qui a été fait, je ne sais pas s'il était mauvais, hein, potentiellement il était aussi bon, mais celui que j'avais était tout aussi bon. Et j'ai pas cru assez fort, et j'ai back down, je sais pas comment ça se dit en français, mais j'ai accepté de laisser la place à une alternative qui est autre que la mienne. Et aujourd'hui... Et l'impact opérationnel derrière, c'est quoi? C'est des gens qui étaient sur un projet, qui n'ont plus de projet? Alors c'est pas ça, c'est qu'au lieu de faire autre chose, on a continué à faire ce qu'on faisait. On avait l'opportunité de faire plus et mieux dans d'autres pays, et finalement on a continué de le faire en France. Donc ça a été quoi. Voilà, mais on se dit on aurait pu avoir encore plus, tu vois, et on l'a pas eu parce que dans la tech, il faut aussi savoir faire de la politique, il faut aussi savoir convaincre, et ça s'apprend tout simplement. Et donc voilà, petite défaite, mais qui m'a servi à analyser pourquoi il s'est passé ça, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je pourrais mieux faire la prochaine fois. Et je pense que je l'ai mieux fait, puisqu'aujourd'hui j'arrive à avoir assez de recul pour me souvenir avec presque un sourire de cette période-là où j'ai douté, où j'ai pris un revers et où j'ai appris que être convaincu c'est bien, mais convaincant c'est autre chose, effectivement. Et le deuxième, c'est pas un échec, mais c'est je pense le fait d'être parti de TUI, d'avoir décidé de changer de voie, qui a été une décision quand même assez difficile. Parce que tu y restes longtemps. Ouais, j'y reste un peu moins de 8 ans, hein, je crois quand même. Donc 8 ans sur 12, hein, donc c'est quand même, sur 12-13, c'est quand même un gros morceau. Et puis surtout, en 8 ans, c'était extrêmement condensé. On a vécu des mini-projets comme des projets tentaculaires, comme des expansions à l'international. Donc TUI, c'était devenu un vecteur pour moi, une richesse d'apprentissage, de tech, de rencontres. Et donc d'arriver à la fin de la route, de décider de partir, c'était un petit peu effectivement un échec. Je l'ai vécu comme un échec, de me dire tout ce que j'ai essayé n'a pas fonctionné, et donc c'est pas grave, l'alternative, la solution, c'est de partir. Mais quand on a construit autant avec ces équipes, déjà tu as le côté humain, affectif, parce que les équipes qui étaient avec moi, elles ont grandi avec moi pour une grande partie. On a appris ensemble, et puis aussi l'affection à la marque, quelque chose que tu apprends aussi. Au départ, je ne la connaissais pas, et donc j'ai appris à aimer une marque, appris ce que c'était de défendre une marque, et donc de faire une croix dessus.
c'était un événement assez particulier que je ne regrette pas aujourd'hui, puisque les raisons qui m'ont motivé à faire ce choix-là sont pour moi celles qui étaient... comment dire ? Les raisons qui font que tu pars étaient suffisamment importantes pour qu'aucune alternative ne soit possible. Typiquement, le TUI, c'était extrêmement riche, avec beaucoup d'opportunités, mais aussi beaucoup de contraintes. Et plus tu grossis, plus tu prends de la hauteur sur tes équipes, et plus tu dois aussi suivre le mouvement, plus tu dois respecter un cadre qui est celui d'une entreprise. Et lorsque ce cadre ne te convient plus, premièrement, tu essaies de voir comment tu peux le façonner autrement. Comment tu peux, toi, essayer de pousser un peu les barrières, voir si dans ce cadre, on ne peut pas essayer de rogner un petit peu dans ce coin-là, ou de rajouter une pièce à droite pour que ça aille dans le sens que tu penses être le bon. Et si ce n'est pas possible, au lieu de continuer à pousser ce cadre-là, il faut simplement sortir, mais c'est une étape qui n'est pas facile dans une carrière, en tout cas dans la mienne, de se dire l'issue, la seule issue qui reste, c'est de partir tout simplement. Ouais, t'es plutôt dans un mindset et dans une manière de te projeter qui est, quand tu arrives quelque part, c'est t'inscrire dans la durée, sur un produit, sur une histoire. Et oui, parce que je pense que c'est comme être ça. Acteur d'un changement, et un changement, c'est pas en 2 minutes. Quoi. Absolument, je pense que c'est comme ça que tu construis de la vraie valeur dans une boîte. C'est d'avoir des collaborateurs qui ont fait face à des difficultés et qui ont non seulement réussi à les surmonter, mais qui ont été acteurs de cette solution, qu'elle soit technique, qu'elle soit humaine, qu'elle soit organisationnelle. On l'a tous, que ce soit une petite boîte, une grande boîte, on l'a tous à un moment été confrontés à un choix qu'on n'a pas approuvé, à une situation qu'on voulait éviter et qui finalement est là. Et la façon dont on réagit de cette nouvelle contrainte, je pense que c'est marqueur aussi d'un état d'esprit qui est soit je suis insatisfait, donc je m'en vais, soit je suis insatisfait et j'essaye, moi, de porter ce changement et de voir comment je peux construire quelque chose de nouveau avec cette nouvelle contrainte. Et donc, de faire cette contrainte, cet effort-là, quoi. Une opportunité, exactement. Et personnellement, je pense que partir d'une boîte, c'est une décision qui doit être prise, non pas en dernier recours, mais lorsque le changement n'a pas pu être possible. Quand tu peux plus être acteur du contexte. Absolument, quand tu le subis, effectivement, ce que tu as essayé de faire ne fonctionne pas ou n'a pas été entendu, fair enough. Là, effectivement, le départ s'entend. Mais je vois dans mes équipes où j'ai rencontré, dans ma carrière, des profils qui sont partis parce que le projet qu'on avait sélectionné n'était pas celui qui les intéressait le plus, ou parce qu'on a... J'ai cassé le matériel, excusez-moi. Ou parce qu'ils avaient des souhaits qui n'ont pas été adressés tout de suite, décident de partir. Et moi, je trouve ça dommage quand tu défends des valeurs, quand tu veux t'inscrire dans la durée. Non seulement tu en sors plus fort, mais en plus tu façonnes l'entreprise grâce à tes décisions lorsque tu arrives à faire changer les choses. Et donc, voilà, c'est ce que j'essaie d'appliquer au quotidien. Et d'infuser aussi dans mes équipes, de les inspirer en leur disant « ça ne te plaît pas ce qui se passe ici, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Quelle est ton alternative ?» Tu vois, sois acteur du changement, parce que les décideurs, moi à l'époque j'étais décideur à mon niveau, mais aujourd'hui je suis à un niveau différent, on a besoin aussi des feedbacks d'autres collaborateurs qui nous disent « tu penses que cette solution est la meilleure, écoute la mienne, voilà les avantages, les inconvénients ». Et on a besoin de ce retour-là aussi pour mieux faire notre travail en tant que CTO. Et c'est ce que je dis à mes équipes lorsque elles subissent parfois des décisions, des changements. Pas de problème, imaginons que vous avez les clés. Qu'est-ce qu'on fait ? Et ça permet de construire ensemble une solution et du coup d'avoir un SI, d'avoir des équipes, d'avoir une boîte qui a l'image de ses employés. Et dans la continuité, tu t'inscris. Et quand tu regardes d'ailleurs les boîtes qui performent, c'est sur celles qui ont des taux de turnover assez faibles et qui ont des gens qui s'inscrivent, qui ont fait plusieurs services dans la même boîte, qui sont passés du service client, qui sont passés par la case marketing, qui sont maintenant à la QA ou autre. C'est de la valeur pour l'entreprise d'avoir ces gens qui ont plusieurs profils, plusieurs casquettes, qui ont vu plusieurs pans dans la boîte et qui, lorsque ça ne leur convenait plus, Tu devrais partir au market. Au market, je sais pas, mais au produit peut-être, parce que tu vois, d'ailleurs c'est souvent qu'il y a des CTO, CPO, mais au produit peut-être, parce que le produit et la tech sont quand même intimement liés, et lorsque
peut-être je serais fatigué de cette tech qui innove sans cesse et qui requiert d'être toujours top of the edge. J'irais me réfugier au produit, mais il faut le faire toujours avec le même leitmotiv qui est j'ai envie, je veux être honneur. Comment moi je peux avoir un impact? Donc faut pas le subir. Donc faut pas partir au marketing si tu n'y crois pas ou si tu ne te sens pas en confiance, mais oui, il faut s'autoriser à changer carrément de voie au sein de l'entreprise. Je pense que c'est une valeur importante. C'est comme ça qu'on construit des talents. D'ailleurs, je crois que off record, tu m'avais dit, voilà, ce que j'aime bien aussi, c'est quand, c'est marrant, tu dis, je me réfugierais peut-être au produit, mais j'ai l'impression que tu aimes bien aussi transmettre cette culture produit à tes équipes et ce que les développeurs, tes équipes soient honneurs du produit. Ah oui, parce que je pense que un bon développeur, en tout cas, pour tirer le maximum d'un profil, qu'il soit tech ou autre, il faut réussir à lui transmettre le pourquoi. Pourquoi on fait tout ça. Il y a d'ailleurs une vidéo de Simon Sinek qui est quelqu'un que j'adore et qui explique très bien l'importance d'identifier le pourquoi et de le transmettre. Et lorsqu'on est dans la tech, il faut réussir en tant que manager, en tant que CTO, à expliquer aux équipes pourquoi on fait tout ça. Quel est le but. C'est bien beau d'avoir une solution tech, c'est bien beau d'avoir réussi à résoudre un problématique technique, mais in fine, qu'est-ce qui se passe? À qui ça sert? Qu'est-ce qu'on a changé? Et donc, ce lien entre la tech et le produit est pour moi extrêmement important et doit être non pas rappelé régulièrement, mais doit être infusé au quotidien. Il ne doit pas y avoir de passerelle, de silo entre la tech et le produit, même pas de passerelle, puisque le produit et la tech doivent être, je pense, au quotidien ensemble pour façonner la solution qui sert le mieux le business. Et régulièrement, et j'y crois beaucoup, je transmets à mes équipes tech le réflexe de se poser dans les chaussures du produit et lorsqu'on développe quelque chose, d'être curieux et de se dire ok, est-ce que je peux faire mieux? Le produit m'a demandé d'avoir cette nouvelle feature, est-ce que moi, niveau tech, je pourrais proposer une feature plus? Est-ce que je pourrais changer? Est-ce que j'ai identifié des use cases que le produit n'a pas identifié? Est-ce que je leur ai partagé ça pour qu'on ait une version encore meilleure de l'US qu'on est en train de développer et ne pas être simplement exécutant, tu vois? Ça, cet état d'esprit, tu l'insuffles ou tu le filtres au recrutement? Et si tu l'insuffles, comment? Eh bien écoute, j'ai envie de dire les deux. Je l'insuffle parce que c'est pour moi un critère de succès, tout simplement. Et donc si on ne le fait pas, on échouera. La tech échouera, c'est évident. Il faut travailler main dans la main avec le produit. Comment ça se passe? Ça se passe d'une part, c'est lead by example, hein. C'est toi quand tu parles, c'est pas la tech qui parle, mais c'est soit l'entreprise, soit la tech produit. Et donc quand tu prends la parole, quand tu défends des valeurs, toujours se passer dans la casquette, toujours avoir la casquette d'un CPO, CTO, pour casser ce biais de la tech c'est des geeks, le produit ils comprennent rien ce qu'on fait à la tech, c'est contre-productif et très souvent ça donne un produit qui ne fonctionne pas. Et qui en paye le prix? C'est pas les collaborateurs, hein, c'est le client. Ça, c'est les gens qui nous ont fait confiance, qui utilisent la plateforme qu'on développe pour leurs besoins. Et donc il faut casser ça dès le départ en insufflant dans les DSM, en insufflant dans des réunions informelles, en insufflant même en petits groupes pure tech, mais toujours en rappelant, vous faites ça parce qu'on développe ce produit-là, parce que nos clients en ont besoin, parce qu'on doit avoir un vecteur de solidarité, parce qu'on a besoin de cette nouvelle feature. Rappelez toujours que le produit, c'est la matière, c'est la raison pour laquelle on fait tout ça. Et au recrutement, bien sûr, la sensibilité au produit est pour moi un critère important quand on recrute. Des développeurs, il y en a beaucoup. Des talents, il y en a plein. Mais des talents qui matchent avec ce qu'on fait comme produit, déjà, il y en a beaucoup moins. Et donc, cette sensibilité produit, de comprendre que un développeur, ce qu'on cherche, c'est d'abord sa capacité à résoudre une problématique technique, mais c'est aussi de participer au produit, de donner son avis, de co-construire et de pouvoir faire évoluer ce que des décideurs ont pensé être le bon périmètre et d'apporter sa pierre à l'édifice parce que c'est comme ça qu'on est heureux, je pense, et c'est comme ça qu'on construit un produit pérenne. Je ne vais pas te faire l'allégorie du tailleur de pierre, mais comprendre pourquoi tu fais tout ça, c'est quand même un vecteur de bonheur au travail qu'il serait dommage de ne pas activer en tant que manager, en tant que CTO. Et donc, aujourd'hui, te voilà chez Litchi et tu insuffles tout ça.
Mais voilà, chez Litchi, absolument. Alors, après cette décision lourde. Alors, j'ai eu un passage dans une start-up oui, effectivement. pendant 2 ans et demi, start-up dans l'énergie, qui m'a permis de découvrir aussi ce que c'était l'univers des start-up, dans sa frugalité, dans ses contraintes, extrêmement enrichissant. Et puis, j'ai effectivement récemment rejoint Litchi, au poste de CTO, où j'ai eu à reprendre l'équipe tech et à reconstruire cette passerelle avec le produit, en tout cas améliorer la collaboration pour que les missions qui sont confiées à la tech deviennent les missions de l'entreprise et qu'on puisse aussi partager les succès ensemble. Lorsque vous êtes en silo et que la tech livre les choses et que seule la tech voit l'impact ou comprend à quel point c'est génial, vous pouvez même pas partager avec le reste de l'entreprise, c'est triste. Là où, si on explique au business, regardez, on a installé une nouvelle version du cache. Ok, très bien, on a fait du Redis. Ok, et alors, maintenant nos clients ont tous la même version du contenu, ça répond en 20 millisecondes, le confort utilisateur est bien meilleur. Ah, ok, là, du coup, on peut partager cette victoire ensemble. Donc, j'ai rejoint Litchi, j'ai rejoint l'équipe tech et je travaille en collaboration étroite avec la CPO, là pareil, parce que je pense que pour déjà moi m'imprégner du produit, ce qu'on défend chez Litchi, et pour pouvoir l'insuffler ensuite, eh bien il faut que je passe du temps avec les équipes métiers, avec les équipes marketing, comprendre quels sont leurs outils, comprendre quels sont leurs parcours de pensée, pourquoi cette application mobile on l'a pensée comme ça, qu'est-ce qui fait que ce bouton on l'a mis là plutôt qu'ailleurs. Wow, ça descend assez loin dans le détail, à ton niveau de poste du coup. Parce que ça m'intéresse. C'est pas quelque chose, c'est pas alors. Je me force pas à le faire. Le gros avantage, c'est que quand tu bosses dans un domaine qui te passionne, c'est sans effort. Et donc là, moi, je suis curieux, j'ai envie de comprendre pourquoi on n'a pas mis 2 formulaires en un, pourquoi l'étape de paiement, elle arrive un peu avant, je dis une bêtise, un peu avant la souscription à la newsletter. Bref, quels sont les parcours de pensée qui ont amené à ces décisions? Parce qu'ensuite, moi, je peux les défendre en interne. Et ensuite, ça montre aussi aux équipes que s'intéresser, être curieux, c'est aussi changer le cadre. C'est aussi, exactement, c'est aussi construire. Tu t'es fait t'as fait un petit cahier d'étonnement en arrivant? Ouais, j'ai fait un rapport d'étonnement absolument au bout de je crois que c'était 6 semaines, sur l'onboarding, sur la collaboration inter-équipe, sur la culture d'entreprise. Donc c'est vaste, hein, c'est pas que de la tech, mais sur les clés qui font que tu peux être à ton poste et réussir les missions qui te sont confiées. Et donc, ce rapport d'étonnement, il a permis, tu vois, on en parlait de l'onboarding. J'ai trouvé l'onboarding excellent chez Litchi, puisqu'on t'explique pourquoi tu es là. Donc c'était un rapport d'étonnement où, tiens, super ce qui est fait là, quoi. Étonnement dans un sens, il y a des choses à améliorer. Mais absolument, c'est critique, hein, toujours, mais il y avait des choses positives, donc il faut les dire, parce que la boîte a besoin de feedback comme ça, de savoir si ce qu'ils font c'est bien ou pas. Et on entend souvent les gens se plaindre, on entend rarement les gens dire franchement c'est top, donc de temps en temps il faut le faire. Donc là j'ai voulu le faire en disant votre onboarding il était bon, ça m'a permis de prendre mes marques très rapidement, d'être efficace plus rapidement et de m'inscrire dans la durée, donc c'est que du win-win. Et aussi donner des pistes d'amélioration sur peut-être expliquer mieux les rôles de chacun, peut-être j'invente des exemples, mais donner les meilleurs outils plus tôt, ou peut-être planifier en amont des réunions avec des personnes de la boîte, tu vois, parce que lorsque tu viens d'arriver, tu peux être un peu timide, ou typiquement les personnes du service client, c'est pas dans ta top priorité lorsque tu prends un poste de CTO, et pourtant, lorsque tu passes du temps avec des utilisateurs internes du SI, tu apprends aussi plein de choses. Donc voilà, partager ce type de retour, c'est constructif. Et c'est aussi pour moi une meilleure façon de m'assurer que j'onboarderai correctement les gens dans mon équipe pour leur donner toutes les armes pour réussir et qu'ils se sentent bien chez Litchi et qu'ils y restent. Il y avait d'autres choses dans ce rapport d'étonnement du coup? Peut-être que tu ne peux pas partager. Il y avait de tout. Non, globalement, je vais faire un peu faillot, mais globalement c'était quand même très positif. Ouais. Je pense que l'élément principal, je vais radoter, hein, mais c'est que dans ce rapport d'étonnement, je partageais le fait que c'était extrêmement important d'infuser ce qu'est le produit quand on rejoint une boîte. Moi, j'ai rejoint Litchi, j'étais pas expert sur le business des cagnottes en ligne, sur la fintech, et donc dans la partie onboarding, on prend du temps pour t'expliquer ce qu'on fait. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots de la complexité fonctionnelle parce que du coup, moi,
Litchi, je connais, j'ai utilisé. Je pense qu'on est des millions d'utilisateurs et tu auras peut-être le chiffre exact à nous communiquer, mais c'est plusieurs millions. On est 18 millions dans le monde, mais en France, on est un peu moins de 11 millions. D'accord. Et du coup, le système de cagnotte, on a l'impression peut-être... Ça paraît simple. Ça paraît simple ça comme paraît ça. Simple. Est-ce que tu nous ouvres un peu le capot fonctionnel Ça paraît simple, mais et c'est là la richesse aussi du poste et donc du produit, on y revient, hein, c'est que les participants qui nous font confiance et qui utilisent la plateforme pour récolter des fonds, que ce soit pour le festif, que ce soit un pot de départ à l'anniversaire, ou pour la solidarité, s'appuient sur la technologie de Litchi pour à la fois récolter les fonds, donc diffuser leurs projets et pouvoir récolter suffisamment de fonds pour donner vie à ce projet-là. Mais notre rôle, c'est aussi de contrôler que les fonds qui sont récoltés sont utilisés à bon escient. Et ça, c'est un message qui est parfois difficile à faire entendre par nos clients. C'est que lorsque vous avez une cagnotte qui récolte des fonds pour aider une famille à reconstruire le toit de sa maison, très bien. Vous avez des participants qui viennent de partout, c'est relayé sur Facebook, c'est relayé sur Instagram, des inconnus participent. Comment ensuite on s'assure que cet argent, il va effectivement servir à la cause qui a été diffusée et que c'est pas utilisé à des fins détournées pour du blanchiment, pour du financement d'activités illégales. Et donc Litchi a ce rôle de contrôle de la bonne utilisation des fonds. Alors forcément, parfois, c'est un process qui peut être un peu subi par les créateurs des cagnottes, puisqu'ils, lorsqu'ils veulent récupérer les fonds, ils disent comment ça se fait que ça prend autant de temps, ou pourquoi vous demandez des factures, et parce qu'en fait, les gens qui nous font confiance et qui déposent, qui participent à un projet... C'est pas un frein, ça, de demander des factures à l'utilisation? C'est pas un frein, c'est carrément un challenge. Parce qu'il faut réussir à le faire de la meilleure des façons pour que ça soit le moins subi par le créateur et les participants. Et donc... on doit trouver les solutions techniques qui nous permettent de faire cette récolte documentaire de la manière la plus agréable possible et trouver le bon timing. Est-ce qu'on le fait en début de cagnotte? Est-ce qu'on le fait en fin de cagnotte? Est-ce qu'on le fait de manière proactive? Est-ce qu'on attend que le créateur de lui-même partage ses documents? Donc c'est clairement un message qu'il faut porter, qu'il faut réussir à expliquer. Ça, c'est quelque chose que... Alors tu vois, j'avais pas en visuel ça. C'est quelque chose que vous faites quel que soit le montant, ou c'est à partir... Bon, parce que la cagnotte anniversaire... On a évidemment des critères, on a évidemment des curseurs qui nous permettent de passer moins de temps sur des cas particuliers, sur des typologies de cagnottes, qui ne nécessitent pas de contrôle accru, mais on a effectivement ce devoir et envers à la fois nos clients, mais aussi envers les associations qui nous font confiance, de contrôler que les sous qui arrivent et les sous qui sont ensuite redistribués sont utilisés pour la cause qu'ils défendent. Et c'est quand même un enjeu important, puisque surtout en ce moment, dans un contexte extrêmement compliqué, géopolitiquement parlant, et donc on a des élans de solidarité partout sur la plateforme, de création de cagnottes pour soutenir le peuple ukrainien, pour soutenir des réfugiés, pour que chacun puisse être acteur du changement et acteur de cette solidarité. Les gens s'appuient sur Litchi. À Litchi aussi, du coup, de s'assurer que les fonds récoltés ne contreviennent pas à la législation française, à la législation européenne. Tu vois, on a quand même ce devoir de s'assurer que ça ne finance pas des armes, que ça ne finance pas des voyages en pays en guerre. On a une équipe dédiée chez Litchi qui fait ça toute la journée, qui cherche à comprendre à quoi sert la cagnotte, qui sont les créateurs, est-ce qu'ils ont laissé une empreinte numérique pour qu'on puisse s'assurer que les participants, lorsqu'ils ont fait confiance à Litchi pour avoir un impact, ne soient pas déçus et soient certains que l'argent qu'ils ont déposé va être utilisé pour la cause qu'ils ont défendue. Il y a d'autres choses qui sont comme ça un peu sous le capot Chez Litchi ? Ouais. Enfin, qu'on n'imagine pas. Il y a la tech, quand même, sous le capot. Et sous le capot de la tech de Litchi, il y a une belle histoire, celle de Litchi et MangoPay, qui sont deux entreprises sœurs du groupe Litchi, le groupe Litchi SA. Et ce qui est drôle, c'est que MangoPay était une feature, est devenu un produit, était à la base une feature. Et donc, cette feature a tellement bien marché qu'elle est devenue une marque, qu'elle est devenue un produit à part entière, avec des équipes à part entière et des clients à part entière. Donc c'est une très belle histoire. Et donc sous le capot de Litchi, effectivement, il y a aussi cette
richesse. MangoPay, c'est la brique de paiement que vous utilisez en fait. Absolument. Litchi est finalement client de MangoPay, comme d'autres acteurs du e-commerce. Et on retrouve cette histoire-là dans les fondements de Litchi, puisque dans la stack technique, dans les infrastructures, on avait beaucoup de points communs et beaucoup de ressources partagées, là où on a entamé un chantier justement de ségrégation pour s'assurer toutes les chances de croissance et de liberté d'action de part et d'autre des entreprises. Et là, en ce moment, on est en train de faire un shift complet dans le cloud de la solution technique, tout en faisant une refonte, tant qu'on y est, complète. On est parti from scratch, page blanche, avec... là, tu refais une... Là, Litchi, là, c'est... Alors, on enregistre Litchi, il y a une refonte en cours complète. Donc, c'est un produit qui est extrêmement utilisé et qu'il faut faire évoluer avec les usages, avec les attentes de nos utilisateurs, et qui doit s'appuyer sur les technologies qui sont récentes et sur des concepts qui sont récents, comme le déploiement continu, comme la culture DevOps en interne qui nous permet de faire de l'A/B testing sans que ça devienne un Big Bang. Et pour ça, ça passe par une refonte complète du SI, de la tech, du produit. Les équipes produits ont travaillé d'arrache-pied pour essayer de pondre la nouvelle plateforme, construire la nouvelle plateforme qui répondra au mieux aux usages de nos utilisateurs. Et c'est un enjeu crucial, puisque si on ne fait pas évoluer la plateforme avec les besoins de nos utilisateurs, on devient obsolète et finalement on ne sert plus l'essence même de cet outil-là, qui est de t'accompagner les créateurs de projets dans leur collecte de fonds. Toi, tu arrives au moment des choix techniques ou post-choix techniques ? Eh bien, je suis arrivé en plein chantier. Donc les choix techniques étaient bien avancés. J'ai eu la chance de pouvoir y participer, de pouvoir un petit peu réorienter certaines décisions qui avaient été prises, mais surtout de garantir que ce projet voit le jour, puisque c'est un projet d'entreprise, c'est un projet sur lequel beaucoup de clients, mais aussi de collaborateurs chez Litchi attendent, puisqu'on va aussi proposer des outils internes plus performants pour traiter plus facilement les demandes de nos clients. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir faire certains choix, la chance de pouvoir accompagner et aussi évangéliser les choix techniques qui sont faits. Lorsque vous passez d'un hébergeur on-prem vers le cloud, il y a plein de contraintes, il y a plein d'impacts, il y a des contraintes financières, des contraintes légales, il y a Vous avez pris un FinOps ? Alors, on n'a pas pris un FinOps, on développe la culture en interne. Donc là encore... mais sans accompagnement externe ? Enfin, sans accompagnement de... Parce que du coup, vous l'aviez pas, la culture... On l'avait pas, mais... la culture cloud avec... C'est aussi ce que j'apporte sur la table. Avec la petite facture. Absolument. Et c'est justement, tu vois, c'est l'importance d'avoir un CTO qui aime ce qu'il fait, puisque moi, c'est ce que j'apporte sur la table. Okay. Et je suis acteur de ce changement-là. Ouais. Et... sans prétention, j'essaie d'apporter les réponses, et donc le FinOps en fait partie. Comment on fait de ce shift dans le cloud à la fois une opportunité produit, tech, mais aussi financière, en contrôlant au mieux nos dépenses et en ayant une infrastructure qui a un impact financier, mais aussi un impact environnemental la plus faible possible, en utilisant des ressources à la demande, notamment quand on fait du serverless, ou en ayant des infrastructures élastiques pour ne provisionner que ce qu'on consomme. Tu as parlé de sobriété, grosso modo, c'est quelque chose que tu l'adresses côté cloud, du coup, enfin côté serverless, utiliser les demandes que quand les serveurs les infra que quand on en a besoin. Est-ce que tu l'insuffles à d'autres niveaux, des architectures, du dev, du code, performance du code, d'autres choix ? Alors la stratégie que moi j'applique indirectement sert la sobriété effectivement numérique, puisque lorsqu'on veut avoir des infrastructures qui ont le moins de tentacules possible, qui sont le plus transposables possible et qu'on puisse le rendre le plus élastique possible, indirectement ça sert à la sobriété. Il serait mentir de dire que c'est le moteur des décisions. Aujourd'hui, on a des enjeux qui sont très forts à court terme, et donc la priorité c'est de servir le business, c'est donc de s'assurer qu'on maintient la scalabilité. Exactement, et de pouvoir accompagner la croissance de l'entreprise. Mais c'est évidemment un enjeu à très court terme, la sobriété, on le voit à tous les niveaux, et donc à la tech aussi. Il y a de plus en plus d'outils qui permettent de mesurer l'empreinte carbone d'un SI, d'un produit tech et d'un SI, et on va 2023. Lesquels par exemple ? Il y a une société qui s'appelle
Quanta, qui propose un outil d'analyse d'empreinte carbone lié à ton SI. Qu'on n'a pas encore creusé, puisque c'est un mérite qu'on s'y attarde avec attention, et je ne voulais pas le survoler en 2022, donc j'ai postponé ça en 2023. Mais tu as aussi des outils purs clients qui sont installés dans ton navigateur, qui sont l'extension Chrome. Je crois que ça s'appelle Carbon Analyzer, qui permettent de savoir ta consommation, toi, de l'application, quel est son impact environnemental. Alors là, on s'écarte un petit peu du sujet de Litchi, mais la façon dont tu consommes le produit a un impact. Et donc, toi, en tant que designer de système, tu dois t'assurer que tu proposes un produit qui se consomme le plus sobrement possible, avec le moins d'impact sur la planète et sur les ressources qu'on utilise. On n'a pas de DC, certes, on est dans le cloud, mais le cloud, finalement, c'est le PC d'un autre. Donc, c'est les serveurs qui sont ailleurs. Et donc, il faut toujours avoir en tête ce besoin qui est drivé un peu par le FinOps aussi, donc ma foi, tant mieux, mais ce besoin de réduire notre empreinte et de pouvoir faire de la tech un peu plus green. Vous êtes parti sur quelle archi, du coup ? Quelle archi, quel stack ? On reste sur du full .NET. On est parti sur une approche DDD avec une approche microservice. Le but, c'est de pouvoir découper correctement un monolithe pour le faire évoluer le plus finement possible. Alors, on n'est pas full microservice, c'est pas vrai, pour différentes raisons, notamment des raisons de calendrier, puisque il a fallu faire des raccourcis pour pas mettre en péril l'échéance projet. Mais ce qui compte, c'est de l'avoir en tête et de préparer le futur. Et les découpages qu'on a mis en place nous permettent de switcher petit à petit vers du full microservice, donc de découper ces domaines en domaines encore plus fins demain. Ok, donc la refonte, ce que vous faites, c'est vous découpez un monolithe et puis brique après brique, vous mettez un microservice à la place d'une partie de l'appli qui existe. Absolument. Alors c'est un décommissionnement progressif. Alors oui, on fait quand même du from scratch, donc on a quand même la chance de pouvoir repartir d'une feuille blanche, et donc on a construit un monolithe modulaire, si on peut dire, c'est-à-dire c'est vraiment une architecture qui est en composants, mais qui n'est pas exposée en microservice. Et on s'autorise du coup, grâce à cette architecture-là, l'évolution demain à découper, comme tu viens de le dire, des composants qu'on a identifiés en sous-composants, les extraire et leur offrir un cycle de vie à part. Mais c'est un impact aussi organisationnel, au-delà de l'impact produit, puisque en faisant ça, tu peux avoir des équipes qui peuvent travailler en parallèle, tu peux avoir un ownership différent, d'avoir des feature teams, des squads qui ont des missions différentes, là où, lorsque tu as un monolithe en composite, tu as une seule équipe de dev, et donc il faut aussi s'organiser en ce sens. Ok, donc pas mal de chantiers, quoi. Plein de chantiers extrêmement intéressants, et surtout des chantiers qu'on réalise grâce aux collaborateurs, c'est grâce aux développeurs, grâce aux PO, grâce aux tech qu'on arrive à donner vie à toutes ces idées. Et donc chez Litchi on recrute, j'oublie pas de le dire, je passe ma petite promo, mais toutes les victoires dans toutes mes expériences pro, elles ont été possibles grâce aux hommes et aux femmes qui ont bossé, qui se sont donnés pour défendre défendre des valeurs et défendre le produit qu'ils avaient entre leurs mains. Et donc je veux le rappeler ici, c'est pour ça qu'on recherche nous des talents, c'est des gens qui nous accompagnent dans la durée et qui sont acteurs du changement, qui participent au développement certes, mais qui sont aussi là pour donner leur avis et tout simplement prendre conscience que être dans la tech, c'est pas juste faire ce qu'on te demande, c'est pas juste donner vie à une US, mais c'est de voir au-delà et de se projeter, de se dire je comprends ce que je défends, c'est mon why, c'est le Golden Circle, j'y reviens, de Simon Sinek, c'est être promoteur de cette solution technique pour pouvoir l'évangéliser, pouvoir aussi partager ce que c'est la tech au-delà du cercle informatique et faire que ce qu'on fait au quotidien soit encore mieux compris et apprécié. Et du coup, juste pour donner un ordre d'idée, là tu parlais de recrutement, taille des équipes et taille cible, poste, vous recrutez beaucoup ? On a une roadmap produit qui est quand même assez ambitieuse. On a un shift mobile qui va arriver avec toujours cette recherche d'expérience utilisateur la plus agréable possible, et donc t'offrir des features qui viennent augmenter la capacité d'un collecteur de fonds à promouvoir son message et donc à défendre son projet. Et donc pour ça, on recrute à court terme pour mener à bien ce chantier de refonte, et on recrute à long terme pour tenir la roadmap
sur 2022-2023. On recrute des devs, on recrute du DevOps pour faire du FinOps notamment, on recrute un RSSI parce que la sécurité dans le domaine bancaire, c'est indispensable. On en a un aujourd'hui, mais il nous en faut un deuxième. On recrute des QA, puisqu'on veut absolument s'assurer que la qualité de ce qu'on sert en production respecte nos standards. On recrute des développeurs Android, développeurs iOS, enfin on recrute vraiment à tous les niveaux. Parce qu'il est temps de s'étendre. Litchi est un beau produit qui aujourd'hui vit sur une stack qui a été pensée il y a plusieurs années. Il faut accompagner les usages, il faut accompagner nos clients, et pour ça, ça passe par redonner vie au produit avec une tech qui évolue. Donc là, tu as une quinzaine de recrutements en cours, quoi. On a 10 à court terme, et effectivement, d'ici la fin de l'année, on aura un peu plus qui vont s'ouvrir. Ouais. Ok. Et je te souhaite plein de bonnes choses pour cette montée en charge. Merci. Et avant de terminer, j'ai quand même 2-3 petites questions. Ouais, je t'en prie, vas-y, c'est une bonne guerre. Est-ce que, je pense que tu les connais, c'est des questions signature. Est-ce que tu as un proverbe, une phrase, une maxime, ou plusieurs, hein, tu peux te lâcher, quoi. Écoute, j'en ai deux. Il y en a une que j'aime pas mal, qui est de se dire que le secret pour réussir dans son métier, c'est de savoir faire, donc être hands-on, et de savoir faire, réussir à transmettre, réussir à motiver et à inspirer. Et donc ce triptyque, savoir faire, c'est ce qui me permet moi de m'assurer que je suis toujours on track avec ce que je défends. Et le deuxième, c'est Paolo Grello qui m'avait soufflé à l'époque et qui m'a pas mal aidé. C'est, alors ça en anglais, hein, pardon pour mon accent, c'est embrace what you can't change. On pourrait traduire en fais de cette contrainte une opportunité. Et c'est ce qui nous permet, je pense, de s'adapter au changement, d'évoluer et de pas simplement tourner les talons lorsque la difficulté est devant nous. Donc voilà les deux maximes que je garde. Que tu gardes en tête. Absolument. Ok. Tout à fait. Et l'avant-dernière question, c'est est-ce que tu as un ou plusieurs surnoms? Je sais pas si mes équipes vont écouter ce podcast, mais on leur dira rien. On leur dira rien, bon, ça va. Ce qui est marrant, parce que ce surnom, c'est aussi du coup la marque. C'est l'histoire de ma carrière. Hein, c'est que petit à petit, mes équipes m'ont appelé chef. Il y a un peu la chief, tu sais, un peu à l'américaine, qui hors du contexte peut paraître un peu présomptueux, mais qui finalement est extrêmement affectueux. Et encore aujourd'hui, je rencontre des développeurs avec qui je travaille plus, qui font plus partie de mes effectifs depuis au moins 10 ans, hein, et ils m'appellent encore chef, quoi. Parce que c'est affectif, parce que c'était la relation qu'on avait, parce que j'étais leur collègue et que je suis devenu leur chef, et parce que ça témoigne de la confiance qu'ils m'ont accordée. C'est un chef affectueux. Absolument. Moi, je pense que le bonheur au travail, c'est quand même extrêmement important, et faut pas oublier qu'on est là quand même pour tenir un agenda, hein, mais je mets beaucoup d'énergie à m'assurer que les gens avec qui je travaille sont contents de venir. Et donc, ça passe effectivement par l'affection des équipes. Est-ce qu'il y a une question que je t'aurais pas posée et que tu aimerais que je te pose? Eh bien, écoute, pourtant, elle n'est pas piège cette question, puisqu'elle est dans chaque podcast. On a peut-être balayé, hein. On a balayé pas mal. Je pense que la question qu'on aurait pu adresser, c'est qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je fais tout ça? Que tu peux poser aux autres cités, ouais, pourquoi vous faites tout ça? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes à ce micro, tu vois? Et parce que derrière, la ficelle qu'on va tirer et l'histoire, c'est ce qui donne la matière à tout ce qu'on fait. C'est le leitmotiv je pense, de notre métier. Et c'est de se dire pourquoi je fais tout ça? Parce que déjà j'adore ça, parce que ça me passionne, parce qu'on a la chance quand on fait de la tech d'être créateur, d'être acteur, d'inventer les choses, de donner vie à des idées. C'est quand même extrêmement. La créativité est énorme. Et donc poser la question pourquoi tu fais tout ça, ça permet de se rappeler que effectivement je fais tout ça parce que j'y crois et parce que ça me procure du bien, du plaisir de pouvoir donner vie à des idées et le transmettre à mes équipes. Le pourquoi, le why, ça a été un petit fil rouge là pendant l'heure passée. Est-ce que ça ferait un bon titre à cet épisode? Why? Absolument, je pense que c'est une bonne accroche. Pourquoi on fait tout ça? Eh ben écoute, je vais tâcher d'y penser. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation, Pierre. Salut. À très bientôt.
L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour 2 ou 3 clics. Un petit clic pour un pouce bleu, ou un petit clic pour un partage aux copains, ou un petit clic pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode. À très bientôt.